c'est l'actualité qui nous amène à, je dirais, à faire ce webinaire et qui prend le dessus suite à des changements réglementaires. Alors Stéphane, il arrive, il ferme juste la porte. Voilà. Donc, nous sommes en direct de Bali. Il est 19h16 pour nous. Donc, nous allons lancer le déroulé de ce webinaire. Alors, on va se présenter quand même pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Stéphane, qui est le directeur d'Osiris Bali, qui vit à Bali depuis 19 ans en Indonésie et 12 ans à Bali, oui. Et qui fait de l'immobilier depuis qu'il est à Bali. Donc, moi-même, Patrick Monti, qui est responsable d'Osiris Investissement et dont voilà les activités. Donc nous avons des compétences multimétiers et surtout en ce qui nous concerne, nous nous intéressons depuis 2014 à l'immobilier en Asie du Sud-Est et principalement à Bali et en Thaïlande. Et ce jour, nous sommes à Bali. Et donc, l'immobilier à Bali, on fait un état sur le marché de 2025. Donc, on a le prix moyen d'une villa de chambre avec piscine, c'est 225 000 euros. On a un taux d'occupation entre 65 et 80% de taux d'occupation sur les villas qui sont en location. L'année dernière, on a eu 6,9 millions de touristes qui sont venus sur l'année 2025 et vous avez une répartition des visiteurs internationaux par nationalité. Donc alors, concernant Stéphane, les prix, bien évidemment, tout le monde l'aura compris, on a donné le prix moyen d'une maison moyenne. Et comme partout, et comme il y a des disparités suivant les zones, la proximité de la mer ou pas, mais ça donne une idée d'un budget moyen. Il y a des maisons qui commencent à des prix de 130 000 euros. Oui, ça démarre à 130. Des maisons neuves qui démarrent à 130 ou anciennes. Donc, voilà. Concernant la répartition, vous pouvez la lire. Toujours First, Australia. Les Australiens, c'est leur cours de récréation, Bali, donc ils sont juste à côté. Voilà. Deuxième l'Inde, troisième la Chine, quatrième Corée du Sud, et tout le monde. Et les Français, on est en 6e position. Et tout le monde se tient à peu près. Voilà. Par la suite. Voilà. Alors, Stéphane va vous faire une évocation de l'évolution du marché sur Bali, du marché de l'immobilier, qui a subi plusieurs époques et qui a correspondu aussi à plusieurs zones géographiques de développement. Voilà. Bon, on peut parler, donc Bali a commencé réellement en termes de tourisme dans les années 70, on voit bien sur le tableau de 1970 à 1980, avec ce qu'on appelait des homestays, des bungalows, ce qu'on appelle les losmen à Bali. Donc c'était des logements qui étaient là pour accueillir des surfeurs, donc c'était chez l'habitant, situé près des spots de surf, Kuta ou Uluwatu. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment d'investissement immobilier. Du tout même. Ouais. Du tout même. Par la suite, de 1980 à 2000, on a eu l'émergence des hôtels, donc des plus grands établissements qui commencent à apparaître à Kuta, Sanur, Nusa Dua. On a un début de la formule location-vacances dans les quartiers historiques. Et donc, je dirais, c'est une évolution rapide à partir de 80. Voilà. Et donc, après, on a le golden age du développement, on va dire réellement, des villas à Bali, puisque de 2000 à 2015, on a une explosion des villas privées. La location de villas courte durée commence à se démocratiser de 2000 à 2015. Oui, avec des prix attractifs. Très attractifs, même pour l'époque. Même pour l'époque. Les prix des biens et le coût de la vie. Et le coût de la vie, puisque les locations n'étaient pas très chères. De 2015 à 2019, on a vraiment l'âge d'or des villas, puisque la villa est le produit roi de l'investissement immobilier à Bali. Là, c'est vraiment, la villa est privilégiée par rapport à l'hôtel, puisqu'il y a une expansion dans de nombreux secteurs de l'île. C'est Kuta, Sanur, Ubud, Uluwatu. Bien sûr, on a l'arrivée du Covid, l'effondrement lié au Covid. Justement, donc cette période-là qui a duré jusqu'au premier trimestre de 2020, on en parlait avec Stéphane, mais ça a été vraiment une période de transformation de l'urbanisme global de l'île de Bali,
avec toutes les zones qui se sont développées. Et comme je le disais tout à l'heure, en fonction des évolutions, il y a des spots qui ont changé. Au départ, je dirais, dans les années 80 à 2000, Stéphane, c'était principalement Kuta et Sémignac. Nouzadois, Sémignac. L'explosion des villas à partir de ce moment-là, ça a été pareil, ça a été Sémignac pendant très très longtemps, de 2000 à 2015. Et c'est après 2015 que réellement on est allé explorer Ubud, Canggu, Uluwatu. C'est là vraiment que ça a commencé à exploser un peu partout dans l'île. Et puis bien sûr on a eu le point de stop qui a été de 2020 à 2022, qui est donc le Covid. Là on a la fermeture des frontières, on a un marché de la location qui n'était pas à l'arrêt complet, puisqu'on avait quand même la chance d'avoir des touristes locaux, puisqu'on en parle souvent, on dit qu'il y a 7 millions de touristes internationaux, mais on a un marché de 10 millions de touristes locaux qui lui est constant. Donc on a réussi quand même à louer des villas pendant le Covid. Alors ce sont les riches jakartanais ou de Surabaya, qui sont venus un peu comme partout, hein. Et pour mémoire, le Covid a duré plus longtemps, enfin les effets du Covid ont duré plus longtemps en Asie, et alors qu'à partir du moment où en Europe tous les gens se sont fait vacciner, le Covid a vite régressé courant 21. Et donc je dirais que jusqu'à la fin de l'année 22, voire même début 23, les accès n'étaient pas faciles. Et en 23... Alors, ce qui s'est passé pendant cette période du Covid, parce qu'on en parle aussi dans le slide, on dit qu'il y a une réflexion sur la durabilité et le slow tourisme après une période de croissance incontrôlée. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que de 2000 à 2019, on a eu une croissance qui était complètement incontrôlée du nombre de villas qui étaient en construction. Et le Covid a fait poser des questions au gouvernement balinais et indonésien en se disant est-ce qu'il ne faut pas changer la formule du tourisme? Et on sait qu'à partir de ce moment-là, ils ont réfléchi à une formule de touristes plus qualifiés. Ils voulaient une qualification du tourisme un peu plus qualifiée. Par contre, lors du redémarrage, donc en 2023, on a eu une reprise explosive du marché de l'immobilier touristique, oui. Puisqu'on a eu aussi en même temps une deuxième chose, c'est qui n'était pas prévu du tout, c'est que la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, le conflit en Ukraine a fait qu'on a eu 90 000 Russes qui sont venus s'installer sur Bali. Et Ukrainiens. Il y a 90 000 Russes et Ukrainiens qui sont venus s'installer sur Bali et qui ont eux aussi fait du développement immobilier, ce qui n'était pas forcément prévu auparavant. Alors, je t'interromps Stéphane, je rajouterai concernant le slow tourisme, on en a parlé dans différentes zones de l'Asie, c'est-à-dire de faire des hôtels plus petits, ouverts. C'était vraiment pendant la période Covid. De fait, à la reprise, on a oublié, enfin les décideurs, que ce soit politique ou les investisseurs, ont oublié cet aspect-là. Ils ont oublié, ils se sont fait déborder aussi par l'arrivée massive d'investisseurs, puisque les investisseurs russes sont arrivés sur Bali avec beaucoup de cash et ils ont fait des investissements immobiliers conséquents et colossaux. Alors, pour faire une petite parenthèse, hein, dans les investisseurs russes ou dans les Russes qui sont arrivés, il y a eu tout type de citoyens. Il y avait des gens qui ont fui avec pas grand-chose, des jeunes qui ne voulaient pas aller au service militaire par exemple. Et puis il y a des gens qui sont arrivés avec énormément de moyens, qui n'étaient peut-être pas forcément d'accord avec le régime ou pas, énormément de moyens. On parle du fameux investisseur qui a racheté la compagnie d'hélicoptères de Lille, oui, qui a créé un énorme complexe. Du côté de Niani. Voilà, de Niani. Énorme complexe, c'est quoi Stéphane? Nouadhou. Dans la capacité d'hébergement, tout ça? En fait, c'est pas très clair, puisque là aussi, les investissements qui ont été faits à Nouadhou, c'est des investissements qui sont très éloignés en fait de l'aéroport, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment successful sur Bali. C'est conséquent. C'est conséquent. C'est un village, d'ailleurs, ils appelaient c'était le deuxième Moscou, oui. Deuxième Moscou. Donc, ce qui s'est passé pendant cette période, justement, c'est que les villas privilégiées. Les villas ont été encore privilégiées en 2023 et les rendements, ils sont repartis à la hausse. Et donc on a vu tout un tas de constructions nouvelles qui se sont lancées. Et c'est là réellement que Uluwatu a commencé à se développer de manière conséquente. Alors, de 2024 à 2026, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que le marché est devenu un peu plus sélectif. On a eu un boom des prix, on a eu une montée des villas en gamme, et aujourd'hui on arrive dans ce qu'on appelle la crise Airbnb. Alors, à cette période de la montée en gamme,
a correspondu au développement d'un nouveau spot, enfin peu importe, au Bukit. Oui, le Bukit Uluwatu. Voilà, et avec, je dirais, que ce soit les maisons, que ce soit les commerces, les restaurants, tout ça est monté en gamme. Comme je dis souvent, et avec un peu de recul, les surfeurs ont vieilli, ils veulent plus de confort. Voilà. Oui, puis on va dire que le premier développement qui avait été fait au départ sur Canggu, les gens se sont aperçus que Canggu est très vite devenu saturé avec le trafic, etc. Et tout le monde s'est tourné vers Uluwatu, où il y avait beaucoup plus d'ouverture en termes de développement. Et ça fait partie aussi de la nouvelle réglementation qui est arrivée cette année, où le gouverneur de Bali a dit qu'il ne voulait plus qu'on puisse construire sur les rizières. Et c'est la raison pour laquelle Canggu est tombé en termes de construction, puisque Canggu, ce sont que des rizières. Et que les investissements sont plutôt localisés sur le Bukit Uluwatu, où il n'y a pas de rizière, justement. Il n'y a pas de possibilité d'en faire. Il n'y a pas de possibilité. Donc là, il y a plutôt de la construction qui est sur Uluwatu. En fait, on va parler, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est que le marché locatif va être beaucoup plus contrôlé et il y a une mise en place de réglementation et c'est le sujet en fait de ce webinaire. Alors, je ferai un petit préalable avant d'aborder directement le sujet. On assiste, comme dans d'autres zones touristiques dans le monde, à une volonté politique de réguler, alors on va dire Airbnb, il n'y a pas que Airbnb, on le sait tous, mais c'est la société emblématique qui a complètement bouleversé l'approche du tourisme, de la location. Pour mémoire, au départ, c'était les gens qui louaient des chambres chez eux. Puis après, il y en a dit, mais il y en a qui se sont dit, c'est un super business, qui ont acheté des maisons pour faire du Airbnb. Et là, comme à Barcelone, comme à Paris et comme dans beaucoup d'autres coins, il y a eu des réactions des politiques, des gens sur Bali, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on va voir les mesures qu'essaye de prendre le gouvernement national et local, puisqu'à Bali, il y a un gouverneur. Et il faut avoir en tête que c'est dans le contexte d'essayer de juguler, alors c'est peut-être un peu excessif, mais de mieux maîtriser les flux de touristes arrivant par Airbnb. Bien sûr, là, il y a eu aussi des lobbies hôteliers qui ont vu leur taux de fréquentation baisser. Voilà, en fait, c'est une histoire, parce qu'avant qu'on aille sur la slide où on va expliquer vraiment ce qui se passe aujourd'hui sur la situation de Bali en termes de location courte durée, le gouverneur de Bali, Koster, en fait, ça fait un petit moment, il avait fait un petit peu sur les réseaux sociaux un petit peu du buzz en indiquant qu'il voulait interdire Airbnb à Bali. Parce qu'en fait, effectivement, il y a le lobby hôtelier qui s'est plaint que les taux d'occupation des hôtels n'avaient pas changé depuis le Covid. C'est-à-dire que ce qui a explosé en termes de marché de location courte durée, ce sont les villas. Et donc les hôtels ont mis en avant le fait qu'ils avaient des taux d'occupation qui étaient les mêmes que pendant le Covid. Donc là-dessus, le gouverneur a réagi et le gouvernement central aussi de Jakarta a réagi en disant c'est pas normal, comment ça se fait qu'il y a autant de villas qui se louent sur le court séjour et est-ce que ces villas payent des taxes? Parce que le plus gros problème de toute façon de du toute gouverneur, cette histoire, c'est qu'en fait, vu le développement erratique et incontrôlé des villas, il y avait énormément de villas qui ne payaient pas de taxes. Et donc ça a posé problème au gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de frapper un grand coup. Et on va voir la slide suivante et qu'est-ce qui va se passer et de quelle manière en fait ça va changer tout ce qui se passe. C'est une tentative donc de contrôle par des outils dont Stéphane va vous parler. On va en parler maintenant. Voilà. Donc ce qui change en fait, c'est qu'ils ont mis une date butoir pour un changement drastique de la location courte durée pour les villas au 31 mars. De ce mois, de cette année. année. Donc d'ici 19 jours, il y a énormément de choses qui vont changer. Donc chaque villa, tout d'abord, doit posséder son propre numéro d'identification business. Donc ça, c'est une nouvelle c'est l'équivalent du CABIS. C'est l'équivalent du CABIS. Ça sera, voilà, il y aura une suppression automatique des annonces Airbnb, Booking, autres. Alors on dit Airbnb, mais c'est tout. Toutes les plateformes de location. Les OTA, c'est les Online Travel Agency. Donc Airbnb, Booking, VRBO, j'en passe et des meilleurs. Alors là, je fais une petite parenthèse. C'est justement pour le gouvernement, c'est plus facile vu l'explosion anarchique de toutes ces villas, mais toutes passent par 3, 4, 5 plateformes maximum. Ouais. Ils ont dit déjà il y a 2-3 ans, Stéphane, tu me confirmeras la date,
qu'il fallait un numéro NIB pour pouvoir louer, ou alors aux plateformes de ne plus mettre de biens en location en Indonésie. La première étape, comme tu l'as dit, c'est il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2023, pour ouvrir un compte Airbnb, il fallait avoir, pour être en règle, il fallait avoir un numéro d'identification business. Donc il fallait avoir une société, pour parler clairement. Donc ils cherchaient à ce que les particuliers ne puissent plus mettre en ligne leur Airbnb. Parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler les particuliers étrangers ou indonésiens. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont pris la décision que, en termes de conformité et de licence d'exploitation, il n'y aurait qu'un seul code valide pour les exploitations commerciales de villas, c'est le fameux code KBLI 55193. Alors, en Indonésie, comme en France par exemple, il y a des activités qui sont définies, qui sont dans l'objet social, et ces activités sont réglementées. Et ce qui a été mis en place là, avec le fameux cas Bailey 55193, pour le contrôler, il faut qu'il soit sur la plateforme où on met le bien en location, comme l'a été demandé le NIB. Voilà, donc en fait, pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que les PT-PMA, c'est-à-dire des sociétés à responsabilité limitée à capitaux étrangers, ne peuvent pas posséder le code KBLI 55193 pour les villas. Les PT-PMA ont le droit d'avoir des codes, c'est un autre code KBLI pour l'hôtel ou pour le camping ou pour le glamping. Ou la location longue durée. Voilà, mais pour les villas, de toute façon, il est clair que pour être sur Airbnb, Booking.com, etc., il faut avoir le KBLI 55193, donc pour les villas, mais qui n'est plus accessible aux PT-PMA, donc qui n'est plus accessible aux sociétés à capitaux étrangers. Mais qui est accessible aux sociétés indonésiennes, Exactement. Aux capitaux indonésiens et aux actionnaires indonésiens. Donc voilà, c'est ce qui est marqué là sur le slide. Les PT-PMA sont désormais limités aux locations longue durée. C'est-à-dire que vous avez toujours le droit, si vous avez monté une PT-PMA pour votre villa, vous avez toujours le droit de faire de la location longue durée. Alors c'est plus d'1 mois, c'est-à-dire c'est des locations qui sont de plus de 30 jours et jusqu'à 1 an. Donc ça, vous avez le droit de le faire légalement. Mais par contre, ça change énormément par rapport à ce qui a été dit depuis des années. Et ce qui était pratiqué. Et ce qui était pratiqué, puisqu'il y a beaucoup de développeurs immobiliers ou d'agents immobiliers qui ont conseillé aux gens de monter des PT-PMA, donc des sociétés à responsabilité limitée à capitaux étrangers, pour faire de la gestion locative. Et en fait, moi, ça fait déjà très longtemps que je dis que ça ne sert à rien de monter une PT-PMA pour faire de la location. Il vaut mieux prendre un leasehold en nom propre et confier le bien à une société de gestion plutôt que de monter soi-même une PT-PMA. Ça fait très longtemps que je le dis. Alors, j'en suis témoin. Et on va rajouter avec un petit bémol, sauf dans certains cas spécifiques, adaptés avec des gens, entre autres avec des gens qui veulent investir avec des sociétés à partir qui sont situées en France. Dans ce cas-là, voilà on peut utiliser, on peut avoir un intérêt à utiliser la PT-PMA. Donc voilà, donc la nouvelle règle de la PT-PMA, c'est une interdiction d'exploitation commerciale des villas à la nuitée. Donc ça, c'est interdit, on ne peut plus le faire avec une PT-PMA. Donc il faut le faire avec une société locale. C'est du protectionnisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement indonésien a décidé d'avantager les sociétés locales qui font du management de villas au détriment des sociétés à capitaux étrangers. Il y a eu aussi beaucoup d'abus. Là, nous, on est immergés dans tout ça. On se plaignait des abus, sans être spécialement discriminant, mais l'arrivée des Russes et des Ukrainiens a entraîné un nombre d'abus certains, parce que la PT-PMA peut servir aussi à avoir des visas. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Je ferai juste quand même un point d'étape. La PT-PMA dont on parle, au départ, elle n'a pas du tout été conçue pour acheter une maison et la rentabiliser, mais du tout, hein, c'était fait plus pour appeler des investisseurs internationaux avec des capitaux pour qu'ils s'installent en Indonésie, mais des sociétés de type Carrefour ou de production de motos, voilà, Triomphe et ainsi de suite. C'était fait pour ça. Après, il y a des investisseurs, il y a eu un mélange d'agents immobiliers, d'investisseurs qui ont vu une possibilité de faire quelque chose et d'être jusqu'à présent dans les règles par rapport à ça. Mais la PT-PMA n'est pas fait pour un investisseur qui va investir 500 000, 1 million. Voilà, et pendant très longtemps, les gens qui poussaient à faire des PT-PMA disaient qu'il n'y avait pas besoin de mettre le capital total sur la société,
que c'était pas très grave si on mettait pas la totalité, mais maintenant ça c'est terminé. Aujourd'hui, la nouvelle règle de PTPMA, elle est clairement indiquée. Il faut que le capital mis sur la société, il soit bloqué pendant 1 an sur le compte de la société. Et l'investissement total minimum est toujours de 10 milliards de roupias pour une PTPMA, c'est-à-dire qu'il faut investir 500 000 euros au cours du jour. Au cours du jour, donc 10 milliards de roupias bloqués pendant 1 an sur un compte de la société. Alors qu'auparavant, tout le monde disait non, on n'en a pas besoin. Alors, il y avait quand même, il était dit par les avocats que le capital n'était pas obligé d'être libéré entièrement à la création de la société, qu'on avait 4 ans pour le faire. Cette règle a été supprimée. Et de toute façon, comme on le voit avec Airbnb, c'est-à-dire avec les moyens informatiques, maintenant, l'État indonésien peut contrôler beaucoup plus de choses qu'auparavant. Bon, il n'y a pas qu'ici, mais peut contrôler beaucoup plus de choses qu'auparavant. Ils ont eu à faire face à un afflux non prévu par eux, ils n'étaient pas organisés pour ça, de touristes, de construction de maisons, et ils reprennent les choses en main. Je voudrais aussi faire une aparté, parce que quand on dit qu'il y a un capital minimum de 10 milliards, je parle bien de capital minimum de 10 milliards pour les sociétés qui ont l'intention de faire de l'immobilier. Parce que vous avez la possibilité de créer une PTPMA à partir de 2 milliards 500 000 lions, puisque ça c'est une règle qui est passée au mois d'octobre, mais ça ne concerne pas l'immobilier. Si vous voulez faire de l'immobilier en Indonésie, la PTPMA doit avoir un capital minimum de 10 milliards. Je profite de ce que dit Stéphane. Il a tenu à faire cette précision qui est un peu en dehors du sujet, mais on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde peut prendre la parole, connaisseurs, non connaisseurs. Mais on a même eu des commentaires sur les vidéos qu'on a faites dernièrement. On a eu un commentaire sur nos podcasts, sur nos qu'on podcasts. a fait sur la chaîne YouTube, où on a eu un gars qui nous a dit oui, mais depuis le mois d'octobre, on peut créer des PTPMA à partir de 2,5 milliards. Oui, mais pas l'immobilier. Si vous touchez l'immobilier, c'est 10 milliards de capital minimum. Donc on essaye au jour d'aujourd'hui d'être assez précis, de vous donner les informations précises, parce que nous-mêmes, des fois en regardant ou en recherchant sur Internet, on voit des choses. Alors après, on est obligé d'aller vérifier, puisque là, on est à une période de rupture. Bon, on a passé du temps avant-hier avec des avocats, le matin et l'après-midi, pour avoir des informations plus précises. Plus précises. Donc au niveau fiscalité et sécurité, qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle ils ont fait cette loi. La taxe hôtelière donc de 10% doit être déclarée et payée tous les mois, obligatoirement, parce que ça, c'est pas géré par Airbnb. Et ça va répondre à l'attente du gouvernement balinais qui, lui, veut récupérer des fonds. C'est ce que tu faisais, c'est ce que tu disais. Quand Stéphane disait « vous n'avez pas besoin de PTPMA », puisque à l'époque, l'obligation, c'était d'avoir un numéro d'identification business. On leur disait, vous venez, on gère votre bien, nous avons un numéro d'identification business et on peut gérer votre bien. Et on a une société locale qui va déclarer les taxes de 10% et qui va les payer. Donc ça, nous, mais jusqu'à présent, on a payé pour tous nos clients les taxes de 10% et certains te demandaient est-ce que c'était possible de ne pas les payer. Tu as expliqué que c'était beaucoup trop risqué pour eux. Moi, je le faisais et que nous, on ne le ferait pas. Moi, je le ferais pas. Que ça serait risqué pour eux et de toute façon, on ne le ferait pas. Il y a aussi une obligation de certificat, c'est-à-dire que ce qu'on voit à la PVG SLF, c'est ce qu'on appelle le permis de construire. Donc les permis de construire vont être de plus en plus contrôlés. Et pour faire de la location journalière, il y aura ce qu'on appelle un certificat d'hygiène. C'est-à-dire qu'ils vont venir inspecter les villas et délivrer un certificat d'hygiène pour les villas. Alors, à notre sens, à tous deux, c'est un moyen pour le gouvernement d'aller mettre son nez dans chaque villa. Exactement. Alors, il faut s'attendre à quoi? Qu'est-ce qui pourrait découler? Oui. Qu'est-ce qu'on peut, à ce jour, penser de ce qui pourrait s'écouler de cette nouvelle mesure et Stéphane parlait du 31 mars. Hier, on faisait des recherches sur Airbnb. On a vu que le nombre de lots à la location, mais ça c'est à l'instant T, on ne va pas en tirer des conséquences, avait fortement diminué tout simplement. Les projections parlent actuellement de la disparition de 50% à 70% des villas qui sont présentes sur Airbnb. Ce sont des projections. On verra comment sera. Alors, la loi, elle va être appliquée. Airbnb a trop d'intérêt en jeu pour ne pas respecter
les requêtes pressantes du gouvernement indonésien, mais après, on fait des hypothèses. Ce qu'il y a de sûr, et on en a parlé plusieurs fois avec Stéphane, ça va gêner que ceux qui n'étaient pas en règle. Exactement. C'est-à-dire que pour nous, de toute façon, c'est une bonne chose, puisque moi j'ai vu l'évolution entre 2024 et 2025 au niveau des taux d'occupation et des prix des villas, de la location des villas. On commençait à se plaindre qu'il y avait beaucoup trop de villas actuellement sur le marché et que les taux d'occupation commençaient à faiblir. Donc en fait, pour nous, s'il y a une diminution de l'offre locative, ça va forcément avoir un impact sur le marché locatif restant. Et ça veut dire qu'on va avoir, en fait, les villas qui, elles, vont être légales. Donc les villas illégales, elles vont disparaître d'Airbnb. Par contre, les villas qui sont, elles, légales, elles vont avoir plus de visibilité. Et qui dit plus de visibilité, moins de concurrence, donc plus de taux d'occupation. Plus de taux d'occupation et peut-être une hausse des prix à la nuitée. Alors là, on est dans les pures hypothèses. Ce qu'on constate sur ce type de marché touristique, dont Bali, c'est que quand il y a une offre plus conséquente de logements, comme ça s'est passé à Bali, mais là, alors tout est relatif au marché local, mais il y a une forte poussée des constructions. Le nombre de touristes met un certain temps à fluer, parce qu'il y a plus d'offres, il faut du temps que ça rentre un peu dans les mœurs de tout le monde, les compagnies aériennes et ainsi de suite. Mais à ce jour, il va y avoir effectivement un certain nombre de maisons qui ne pourront plus louer à la nuitée, mais qui pourront, on va en parler plus tard, louer au mois ou à l'année. C'est un marché qui existe, qui est moins important en nombre que les locataires à la nuitée. Voilà, mais il y a un marché de gens qui viennent passer du temps, qui viennent s'installer à Bali. Nous, dans les demandes, il y a pas mal de gens. Bon, ce qui est une bonne chose aussi, parce que pour les gens en fait, qui vivent à Bali à l'année, il va enfin y avoir une stabilisation. Il va y avoir un marché. Ouais. Il y a une stabilisation du marché pour les résidents long terme, et ce qu'on appelle les digital nomades. Entre autres. En fait, ce qui s'était passé, c'est que comme tout le monde voulait faire de la location à la nuitée, il était très difficile de trouver des villas à l'année ou au mois qui étaient raisonnables. On avait des prix qui étaient complètement délirants. Comme partout, comme à Paris, à Barcelone. Voilà, tout à fait. Donc tous les propriétaires qui ne peuvent pas obtenir la licence sur la location journalière, ils basculent ils vont pouvoir louer au mois et à l'année. Exactement. Voilà. Alors, c'est ce qu'on voit, on voit les impacts possibles. Donc il y a peut-être une risque de décote, puisqu'une villa qui ne peut plus être louée à la nuitée sur Airbnb, elle va perdre son principal attrait pour les investisseurs, donc le retour sur investissement. On va diminuer. Ça va diminuer. Ces villas ne conviendront plus pour une résidence principale, elles ne conviendront plus que pour des résidences principales ou de la location longue durée, mois, année, mais les loyers seront inférieurs par rapport à la location journalière. Voilà. On va avoir par contre une valorisation forte des zones touristiques, puisqu'elles vont devenir des actifs rares, c'est-à-dire que les biens qui sont légaux à louer seront moins nombreux, parce qu'ils seront 100% conformes, et ils vont devenir des actifs qui seront rares et précieux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont acheté des villas sur Bali et qui sont dans la légalité pour faire du journalier, c'est que leur villa va prendre de la valeur. Et donc on aura peut-être une surcote entre 20 et 30% pour des villas avec des dossiers complets. Alors là, après, on en a parlé plusieurs fois avec Stéphane. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire que ça va réguler et il va y avoir des maisons qui seront dans les règles, dans les clous, qui pourront louer. Il y aura donc moins d'offres, ça paraît logique. Mais après, comment tout ça va s'amalgamer, comment tout ça va, à 2-3 mois, va transformer le paysage de la location touristique à Bali, on va attendre parce qu'il y a plein de paramètres qui jouent dans tous les sens. Tout le monde va avoir beaucoup de travail, notamment le gouvernement, parce que là maintenant, il va falloir qu'ils mettent en adéquation aussi les permis de construire, le zoning, etc. Donc ça va faire beaucoup de choses à faire pour le gouvernement et on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à assainir ce marché. Mais nous, on est assez positif dans notre attitude et on est assez optimiste sur l'avenir, en se disant que finalement c'est une bonne chose. Il fallait absolument que cette course à la construction s'arrête. C'est-à-dire qu'il y avait trop de construction en cours, il fallait que ça s'arrête. Je rajouterais que dans ces constructions, toutes n'étaient pas de qualité. Je m'explique, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce boom et qui ont voulu par opportunisme
Alors, j'ai rien contre les opportunistes, mais se lancer dans des métiers qu'ils ne connaissaient pas, la construction, pas simple. À Bali, avec des balinés, c'est pas simple. Et il y avait des produits qui se finissaient pas, il y avait des produits qui étaient de mauvaise qualité. On revient à un de nos credos, c'est chercher les pépites, c'est-à-dire des constructions faites sérieusement. Et avec les documents qu'il Et faut avec les pour faire de documents. la location journalière. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions sur le chat, hein, on y répondra tout à l'heure. Là, on revient à des choses plus classiques de ce qu'on fait normalement, puisque là, on parlait de l'impact de la réglementation nouvelle. Maintenant, comment ça se passe lors d'un achat? Bon, on sera toujours là pour vous accompagner sur la vérification légale. Stéphane sera là plus précisément, et donc je dirais lors de la transaction, il y a une vérification du titre de propriété, le paiement des taxes par le propriétaire du terrain pour voir si tout est d'équerre. Ça c'est fait par un notaire, ça s'appelle un document dont on n'a pas l'habitude en France, qui est fait plutôt chez les Anglais ou les Américains, une due diligence. Voilà, et donc Stéphane voit le notaire et bloque à l'occasion, si les choses ne sont pas carrées, le début de la transaction. Le gros avantage que j'ai dans ce pays, c'est que je parle couramment indonésien, donc quand je vais chez un notaire, automatiquement, moi je regarde les clauses notariées, et s'il y a une clause qui me plaît pas, parle et il lit. Voilà, je parle et je le lis, donc ça me permet d'avoir une interaction avec le notaire, et souvent de ne pas être d'accord avec, on va dire, certains articles de l'acte notarié qui est en train d'être rédigé. Et je rajouterais aussi que le fait pour Stéphane de comprendre l'indonésien, il écoute ce qui se dit au niveau de l'actualité concernant le gouverneur, concernant les mesures, et puis quand il entend parler de mesures, il va voir si les textes sont publiés, si les textes sont clairs, ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai partout, mais voilà. Donc, on vous accompagne comme d'habitude, hein, c'est notre créneau, c'est notre credo. Donc, quand vous arrivez ici, vous serez reçu par Stéphane et notre équipe. Dans l'agence. Voilà. Généralement, en amont, on aura défini avec vous lors de différents rendez-vous, Zoom avec ou sans Stéphane, ou le type les caractéristiques de votre recherche. Et Stéphane ensuite vous présentera quelques biens qui correspondent à vos critères à vous. 4-5, parce que le but c'est pas de faire du tourisme et de voir 15-20 maisons dans Bali. Notre job, et on y tient, c'est de bien interpréter votre recherche et de vous présenter ce qui se rapproche le plus. Ensuite, une fois que vous avez vu différents biens, s'il y en a un qui vous plaît, Stéphane vous aidera soit à la négociation, soit chez le notaire. On s'est toujours présenté un peu à l'anglaise, donc à l'anglophone. En Angleterre, vous avez en fait un agent pour l'acheteur et un agent pour le vendeur. Donc on s'est toujours présenté comme étant un agent pour l'acheteur. Donc on est votre agent, donc on va vous aider à la négociation, on va regarder si les documents qui sont présentés sont légaux et corrects, pour pouvoir vous accompagner et éviter de faire des erreurs sur un marché qui est à l'étranger. Alors, après on continue, après votre achat, oui, on continue à vous accompagner en gérant le bien, avec toutes les activités qui sont en rapport avec la gestion du bien, mais de manière très synthétique, c'est sa mise en location, son entretien au court terme et au long terme, c'est-à-dire que Stéphane vient de changer les menuiseries d'une maison que nous possédons sur Bali ou des choses comme ça, mais depuis un certain temps. La recherche des locataires, les locataires qui appellent, j'en suis témoin, les collaborateurs de l'agence régulièrement. Quand c'est compliqué, ça remonte à Stéphane. Bon, mais ça, c'est le job de la location. C'est de la gestion, hein, c'est de la gestion court terme. Conciergerie. Oui, mais court terme, parce que gestion moyen terme ou long terme, c'est moins chronophage. Et puis après, c'est les check-in, les check-out, l'entretien, la réparation. Comme je l'évoquais, oui. Voilà. On s'occupe de tout. Voilà. L'agence, vous pouvez nous retrouver à l'agence, donc on est au cœur de Uluwatu, hein, on voit l'aéroport juste ici, on est à 30 minutes de l'aéroport et on est sur l'endroit où il y a les plus belles plages de Bali.
Donc Stéphane a coutume de dire installez-vous dans cette zone-là parce que vous êtes à 10-15 minutes de toutes les plus belles plages de Dans le Bali. centre, vous êtes à 10-15 minutes de toutes les plus belles plages de Bali. Voilà, et donc... Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Hein. On a un podcast régulier. On en fait un demain d'ailleurs. Voilà, donc voilà, on a vu l'essentiel, c'est donc et cette... Si vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez à l'écran. Comme ça permet d'organiser un rendez-vous et qu'on puisse parler de ces choses-là. Alors, Stéphane, j'ai une question de Françoise qui me demande, est-ce que ce sera toujours possible de faire de la renta à la nuitée? Je te laisse répondre. Alors, oui, forcément. On sera toujours... il y a une réglementation qui est en cours, il y a plein de villas qui vont être supprimées d'Airbnb, mais vous avez aussi plein de villas qui vont rester, et ces villas-là, elles vont pouvoir faire de la location à la nuitée. Par contre, comme on l'a expliqué dans la présentation, ce qui change réellement, c'est que en fait, les gens qui ont créé des sociétés, les étrangers qui ont créé des sociétés à capitaux étrangers ne pourront plus le faire directement. Ils seront obligés de confier leurs biens à une société locale, comme la nôtre. Voilà. Ensuite, alors... D'autres questions? D'autres questions. Alors, comme je les reçois... voilà. Donc, d'un point de vue pratique, quelle différence avec la nouvelle réglementation avec pour des gens qui ont des biens qui sont déjà dans les clous? C'est-à-dire qui ont un lease, par exemple, en nom propre, oui, et qui sont gérés par une société locale. Comment ça se passe? Eux, ils n'ont aucun souci là-dessus. Ça continue. La société locale va payer les taxes locales hôtelières. Et lorsqu'ils vont vous faire un paiement comment est-ce que tu appelles ça? De dividendes? Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Le revenu locatif. Le versement du revenu locatif. Lorsque la société locale va vous faire un versement de revenu locatif, elle déduira l'impôt sur le revenu, tout simplement. Alors il faut savoir une chose, hein, on n'en parle pas très souvent de l'impôt sur le revenu, tu veux que j'en dise? Oui, bien sûr, oui, Stéphane. L'impôt sur le revenu, en fait, si vous êtes résident en Indonésie, l'impôt sur le revenu immobilier, c'est 10%, et si vous n'êtes pas résident en Indonésie, c'est 20%. Sauf si on présente Sauf si vous présentez un certificat de résidence fiscale français. Donc dans votre pays de résidence. Dans votre pays, parce que je sais qu'il y a des amis belges qui regardent, ou des amis suisses qui regardent, francophones. Donc pour les Français, mais c'est la même chose chez les Suisses et chez les Belges, ils peuvent donner un certificat de résidence fiscale dans leur pays. Donc s'ils peuvent prouver qu'ils payent leurs taxes dans leur pays, ils ne paieront que 10% en Indonésie. Voilà, ça c'est une question... récurrente et voilà, sur lequel rien n'a changé. Par contre, s'ils ne peuvent pas donner de preuve de résidence fiscale en France, en Belgique ou en Suisse, ou ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas déclarer les revenus de leur villa en France, par exemple, ça arrive, on a certains clients dans ce cas-là, c'est leur choix, et dans ces cas-là, ils payent 20% de taxes en Indonésie. 20% d'impôt sur le revenu en Indonésie. Denis nous demande impact du conflit au Moyen-Orient. On en parlait aussi. On en parlait tout à l'heure. Alors, on n'est pas géostratège d'entrée. Oui, mais en fait, Patrick en est la preuve vivante. Il est venu le week-end dernier. Ouais, samedi. Ouais, je suis arrivé le week-end dernier, samedi soir, et c'est assez simple à comprendre. Hein. Il y a les vols qui passent par le Golfe, et il y a tous les autres, et ils sont nombreux. Personnellement, moi, je préfère venir toujours en direct. Ça m'embête de m'arrêter en route. Et donc, on est venu sans problème. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impact. Maintenant, on le répète, on n'est pas géostratège, on ne sait pas quelle influence ça peut avoir sur les cours du pétrole, sur les prix des billets d'avion, sur des tas de choses. Hein. Je pense qu'il y a des tas de gens là aussi qui font des hypothèses et des commentaires. Nous, on va se garder d'en faire. À ce jour, il y a zéro impact. À ce jour, les gens passent par Turkish Airlines, donc par la Turquie, KLM, Air France, Singapore Airlines. Ces vols-là ne sont pas perturbés. Tous les vols qui vont à Singapour et qui viennent à Bali, ou certains qui arrivent en direct tous les vols qui viennent d'Australie, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu en début de présentation, c'est 23% de la clientèle, donc c'est les numéros 1 des touristes, eux ils continuent à venir, eux ils ne sont pas impactés par le Golfe. Et on les entend. Les Australiens, oui. Enfin, bon, voilà. Ce matin, oui, bon. Et donc. Non, mais on les entend bien, les Australiens. Oui, c'est ça, on est d'accord.
Donc à ce jour, on ne voit pas l'impact. Par contre, on n'a pas de boule de cristal pour vous dire s'il y aura un impact à Bali, ailleurs en Asie. Oui, parce que pour l'instant, les seuls vols perturbés, c'est Doha et Dubaï, qui est un des plus gros hubs de trafic du monde. Donc ça, c'est normal. Mais après, on ne peut pas connaître la durée du conflit. On ne sait pas du tout comment est-ce que ça va se passer. Par contre, pour l'instant, on n'a pas eu d'impact réel. On est en basse saison aussi. Pour être très précis, il n'y a pas eu de villas qui se sont décommandées. Non, on en a eu quelques-unes, mais très très peu. Mais qui ont été remplacées. Et qui ont été remplacées tout de suite. Donc en fait, moi, on n'a pas subi d'impact sur les locations. J'avais même pas, tu m'en avais même pas parlé. Non, on a eu quelques annulations. Voilà. Mais en fait, on a eu des. Alors, c'était pas vraiment des annulations parce qu'on a eu des décalages. J'ai eu des gens en fait qui venaient de Dubaï et qui me disaient on va peut-être avoir un jour ou deux de décalage. Alors, ce qu'on a fait, c'est que justement, on leur a dit écoutez, gardez votre réservation comme elle est et si on vous donnera par exemple, si vous n'avez pas utilisé 2 jours, vous êtes arrivé 2 jours en retard à Bali, on leur a donné les 2 jours qui suivaient gratuitement. Parce qu'ils avaient déjà payé. Parce qu'ils avaient déjà payé. Donc, automatiquement, on s'est adapté et on fait en sorte que nos clients soient pas déçus. Maintenant, on va attendre un peu, comme tout le monde, voir ce qui se passe par rapport à ce conflit. Maintenant, comme on le dit souvent avec Stéphane, c'est pas la première fois qu'il y a des événements, il y a eu le Covid et ainsi de suite, et toujours Bali, parce que on le sait, je le sais, c'est un spot mondial. Ça fait des années et des années que je viens sur Bali, alors à une époque pas dans un cadre professionnel, et Bali, quel que soit a une réputation, voilà. Sur 19 ans d'Indonésie et 12 ans de Bali, moi j'ai vu Bali tomber en tourisme, se relever, retomber, se relever, et en fait c'est toujours comme ça. C'est une valeur sûre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis 19 ans, j'ai jamais vu les prix baisser, sauf pendant le Covid. Mais les prix ont toujours été en constante augmentation. Et pendant le Covid, il y a eu très peu de transactions. Très peu. Alors, il y en a eu. Quelques personnes pris à la gorge, comme toujours. Oui, mais après, dès que 2023 a été rouvert, on a eu un afflux massif d'investissements. Et c'est là qu'on a vu autant de villas se construire et les prix augmenter. Puisque moi, j'ai connu Bali avec des prix d'entrée à 60 000 euros. Mais aujourd'hui, et je parle de 60 000 euros en villa complète, je ne parle pas de fractionné. Vous pouvez nous envoyer des messages et nous poser des questions sur le fractionné. Ça, c'est un sujet aussi qui est assez délicat. Qu'on va traiter dans un podcast. Mais là, il vaut mieux nous appeler en direct, on vous expliquera pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire du fractionné. Alors oui, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Juliette en parlait, va peut-être vous renvoyer un email à ce sujet-là, parce que là, on est bien conscient que l'on n'a pas tout traité. On a essayé de vous donner les choses officielles, l'obligation d'avoir un code d'activité pour les sociétés, pour mettre les maisons qu'elles gèrent sur Airbnb. Bon voilà, ça c'est le fait. Et l'arrêt, donc vous n'avez plus le droit en tant qu'étranger de louer votre villa sur Airbnb. Si vous avez une société. Si vous avez une société, si on vous a dirigé vers la création d'une société PTPMA, vous n'avez plus le droit de louer vous-même. Vous allez être obligé de contacter une société locale et de confier votre bien à une société locale. Et le reste, on aura l'occasion de faire de nouveaux podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast, comme ça vous serez prévenu des nouvelles actualités. Et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter et on refera des points sur l'actualité en live. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Patrick d'être venu à Bali nous voir, ça nous fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Au revoir à tous, bon appétit.